Marseillaise, mais qui habitait à Rimouski. Et puis Willie Scandals avec sa gang de Kanasatake. Kanawagi. Je me mêle avec Walter. Alors, la table ronde cet après-midi, la question qu'on se pose, c'est quel avenir, c'est pas une question qu'on va avoir à réfléchir longtemps, je pense qu'on a à peu près tous le même point de vue, mais quel genre d'avenir on veut pour l'industrie du cannabis, puis j'ai dit tout le temps ça, dire industrie, parce que, il me semble que ça clash avec cannabis. Pour la filière cannabis, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut développer ça au Québec, l'autoproduction, la microproduction, le droit des patients dans tout ça, est-ce qu'on a le droit des consommateurs. Donc, on a des invités ici, Hugo Saint-Onge du Bloc Pot, qui est fondateur du Bloc Pot. On a, vous êtes supposé faire la vague, là, non? Sophie et Lucie qui font partie de la coop de solidarité du cannabis et moi-même qui va intervenir aussi lors de cette table ronde-là. Donc, moi, mon nom, c'est Michael. Je suis dans la coop de solidarité, puis je suis aussi fondateur du Festival du Bon Plan. Donc, on va commencer. On va commencer, c'est un réchauffement l'après-midi, c'est pas trop gênant. Donc, on va commencer avec Hugo, qui va nous amener peut-être des aspects plus politiques. Qu'est-ce qui cloche dans cette espèce de légalisation-là, qui est encore une prohibition 2.0, si on veut. On est loin de la coupe aux lèvres, puis je pense que Hugo en a beaucoup sur le cœur, puis à propos de ce qui s'est passé, puis de la manière que ça se déroule actuellement. Puis, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Ensuite, ça va être un tour de rôle, puis à la fin, on a quand même jusqu'à 5 heures environ. Si vous avez des questions, des échanges, on pourra faire ça plus informellement, là, avec le micro, chacun, ou juste ici en famille, comme on est présentement. Donc, merci Hugo pour ta présence. Puis il y a une gang du Bloc Pot qui sont là aussi toute la fin de semaine. Si vous voulez, vous pouvez lever la main, les gars, soyez pas gênés. La moitié de la salle. Grosse représentation, 50%, c'est bon. Fait que ils vont être là tout au long de la fin de semaine si vous voulez devenir membre, si vous voulez en savoir plus sur l'idéologie du Bloc Pot. Donc, ils sont là ici toute la fin de semaine. Merci d'être présent. Merci à tout le monde. Voilà. Premièrement, merci Michael de m'avoir invité. Michael, ça fait longtemps que je peux le suivre. En étant un militant de longue date, j'avais déjà vu ces quelques frasques. Et ça me fait penser que dans le milieu du cannabis, je pense que l'enjeu principal, c'est la politique, en fait. Le Bloc Pot, en même temps, la partie politique, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on veut intervenir. Et c'est tellement politique qu'on est toujours en train de se battre, finalement, par rapport à la stigmatisation. Puis les poteux, souvent, ça a été vu comme un terme négatif. Des fois, je me dis, on devrait peut-être, au contraire, l'assumer encore plus. Comme ça, on aurait plus de honte, en fait. Il faut que la honte soit terminée. Et nous sommes des iconoclastes. Parce que souvent, l'image qu'on a du fumeur de pot ou de la fumeuse de pot, hein, c'est la fin des dreads, qui articule mal. En fait, c'est une image souvent qui est projetée, utilisée depuis longtemps. Ça tend à changer quand même. On va présenter d'autres côtés. Ça va être souvent les gens qui sont sous le cannabis, l'étiquette médicale, qu'on va avoir un autre regard. Mais rarement, dans les manifestations qu'on a organisées, que les médias ont transféré l'information qu'on propageait. Il allait déjà y arriver avec une intention. Puis je vais te donner un exemple. En 2007, quand on a lancé notre campagne électorale, le photographe de la Gazette me demandait il était où les joints. J'étais un peu comme c'est pas un party de joints. On lance notre campagne pour les élections. Bon, peut-être qu'on a poussé loin en ne mettant pas de pot, mais c'était un peu ça l'idée, tu sais. On voulait présenter autre chose. Mais il s'en tabarnaquait. Anecdote de même par rapport au festival. L'année passée, il y avait des journalistes qui étaient présents, puis tous les journalistes m'ont dit que leur boss souhaitait avoir des images chocs de photos, puis qu'ils étaient bien déçus parce qu'ils n'avaient pas trouvé
les classiques. Là. Ouais, puis là, ils envoyaient leurs images qu'il y avait du festival, il y avait des enfants avec des petites ballons, ça avait l'air trop smooth, puis ils étaient déçus de ne pas avoir des controverses. Fait que c'est encore très, très présent. Clairement, c'est un élément de controverse, même encore. En fait, la légalisation n'a pas rien changé à ce niveau-là tant que ça. Il y a quand même un peu de changement, mais sont minimes. Puis là, je vais venir à ça. En premier, je vais vous parler du bloc pot, parce que je me dis que j'ai rarement l'opportunité d'en parler. Au moins, il y a la moitié d'entre vous qui allez en apprendre des nouvelles choses. Puis ça me fait plaisir d'en parler. Le bloc pot, ça fait 21 ans qu'on existe. Ça fait 21 ans qu'on réfléchit à la question, qu'on expérimente, qu'on rencontre des gens. J'ai rencontré des milliers d'individus, que ce soit des médecins, des psychiatres, des responsables publics, des amateurs, des dealers, des producteurs, du monde fin, du monde pas fin. Je veux dire, j'en ai rencontré de toutes les sortes. Et ça nous a amené, je pense, une forme de réflexion qui n'est pas axée sur notre propre intérêt, dans la seule, unique raison de « moi, je vends du pot » ou « moi, je parle de tel truc, de telle affaire ». Non, on a essayé de un peu regrouper le discours, puis trouver un discours qui soit commun. Donc, le bloc pot, ce que c'est en réalité, c'est un lobby organisé en parti politique. Et chaque élection est un moment propice, parce que la question est politique, de relancer les décideurs. La dernière élection en 2018, tout le monde disait « Mais pourquoi vous vous présentez, là, ça va être légal? » C'était l'espèce de phrase habituelle qu'on nous disait. On était comme « Oui, mais légal comment? » Nous autres, on parle du comment depuis 20 ans, puis là, vous voulez toujours pas en parler. Pourquoi? C'est légal. OK, mais légal comment? Fait que toute notre réflexion était derrière ça. Après le 18 octobre, plein de monde qui ont fait comme « OK, mais vous avez tellement raison. » Fait que ça a, au contraire, on a recruté des gens. Ça a été une de nos meilleures années au niveau du financement. Ça a été notre meilleure année en 20 ans. Le nombre de membres aussi. Parce que les gens ils sont déçus de ce qui arrive. Donc, nous, on est comme axés sur l'expérience. C'est une expérience qui lie tous les amateurs. Puis quand j'utilise le mot amateur et amatrice, on parle de tout. On parle autant du producteur, du transformateur, que du distributeur, que du consommateur. Et le bloc pot cherche à qu'est-ce qui peut nous unifier, c'est quoi le discours commun. Et avant, on parlait rarement du marché. Écoute, on avait de la difficulté à parler qu'on pourrait peut-être avoir le droit de consommer et d'en posséder. Fait qu'on n'était pas rendu au point de parler du marché. Là, on est rendu là. Fait que la question d'aujourd'hui, ça nous interpelle, on a beaucoup de choses à dire. Donc, j'aimerais rappeler les revendications historiques, parce que le bloc pot, à quelque part, il apparaît en 1998, mais il reprend à sa charge des positions qui ont été prises par d'autres personnes auparavant. Le texte le plus ancien en faveur du cannabis au Québec, c'est Roméo Bouchard et sa gang au Quartier Libre, qui était un journal étudiant à Montréal, qui ont publié un article sur le cannabis. Qu'est-ce qu'il disait, cet article-là? Il parlait un peu de nos revendications historiques. Vous allez voir, ça n'a pas bien changé. Donc, la production a des fins personnelles. Le droit de liberté de conscience aussi. Parce que c'est une liberté de conscience là, de décider de consommer le cannabis ou pas. Évidemment, on parlait aussi d'une vraie décriminalisation. Parce qu'il faut faire attention avec les termes, parce que décriminalisation, ça peut vouloir un peu tout dire dans la bouche d'un politicien. Donc, faites attention à ce que je veux dire. OK. Donc, la décriminalisation, c'est-à-dire le retrait du cannabis du code criminel. Quand un politicien parle de décriminalisation, c'est pas ça qu'il parle. Il dit ça va être encore un crime. Par contre, on va appliquer les punitions autrement. C'est-à-dire que ça va rester dans le code criminel, mais le processus de judiciarisation va changer. C'est pas une décriminalisation. Nous, on parle vraiment d'extraire le cannabis du code criminel. D'ailleurs, il y avait aussi le Parti Rhinocéros dans les années 70 qui ont pris une position. Il y avait deux positions du Parti Rhinocéros dans leur plateforme. Une, c'était d'abolir le gouvernement fédéral. Deux, c'était d'abolir la prohibition du pot. Donc, on poursuit un peu ça. Donc, on parle d'une vraie décriminalisation, comme ils ont fait avec les pratiques homosexuelles en 1969. Je pense que Trudeau a fait ça, là, son projet. Bon, ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment pris un efface, puis ils ont effacé ces crimes-là. Vraiment, ils l'ont retiré. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça que tous les amateurs de cannabis depuis 40-50 ans parlent. Donc, ça fait partie de nos revendications historiques.
on a toujours parlé de lieux de rencontre pour pouvoir partager notre culture, pour expérimenter ensemble et se rencontrer. Donc, les amateurs de cannabis, les amatrices de cannabis ont une culture de consommation largement responsable, malgré tout le discours qu'on laisse sous-entendre que ça se peut pas. Parce qu'on sait bien, un fumeur de pot, c'est un toxicomane. La réflexion est là, c'est automatique, là, c'est pas réfléchi, c'est un réflexe. Là. On nous a appris à penser comme ça. Parce qu'à force de le répéter, évidemment. Et aussi, évidemment, il y avait l'aspect d'un marché ouvert qui favoriserait les amateurs, c'est-à-dire la production artisanale distribuée localement, des produits de terroir. Parce que le cannabis, oui, ça peut être une vulgaire fleur séchée vendue dans le congélateur scellé à l'épicerie, mais ça peut être aussi un objet comme on va aller acheter un fromage frais dans une ferme, ou on va aller chercher du vin ou du cidre dans une cidrerie ou un vignoble. Il y a un rapport agricole au cannabis. On l'oublie souvent. D'ailleurs, j'aime rappeler que le cannabis est une plante verte. Une chance qu'il n'y ait pas quelqu'un des services publics ici, parce que la santé publique, parce qu'il me dirait tout de suite, Hugo, tu peux pas dire ça, c'est une plante verte. Là, à chaque fois, je leur demande pourquoi. Les jeunes. Je dis, comment c'est les jeunes? Tu penses pas que les jeunes, ils savent que c'est une plante verte? On n'a pas besoin de le dire. Je le dis pour toi, en fait, tu sais. Mais ils ne comprennent pas, puis je trouve que dans notre réflexion est importante à prendre. On ne met pas en marché un produit agricole comme on met en marché, je vais aller loin, des mitraillettes, ou une compagnie de train, ou une minière. On met en marché les fleurs comme on met en marché les produits maraîchers. Le rapport que nous avons en tant qu'humains à l'objet, la façon que ça se déroule, il faut en prendre en considération. Et le modèle actuel ne prend pas en considération cette réalité-là. On le traite comme un danger, comme une mitraillette. La réglementation de production ressemble à ce genre de réglementation-là. D'ailleurs, au Canada, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui nécessitent la signature directe d'un ministre. On va parler des minières, on va parler des compagnies de télécommunications, on va parler des compagnies d'aviation, le train, quoi d'autre, c'est l'armement, le nucléaire, puis le pot. C'est juste ça devrait faire comme OK, mais c'est quoi le rapport de cette entreprise-là avec les autres? Il y a comme, c'est une plante verte, on le sait tous. On le sait tous. Mais on est tellement sûr que c'est mal, puis que les gens qui en vendent, c'est des pas fins, ils font de l'argent, c'est plutôt des toxicomanes. C'est comme ça qu'ils disent, peut-être pas de la façon que je viens de le dire, là, mais c'est le sous-entendu qui est derrière. Je fais un peu de théâtre des fois. Hein. Donc, je veux juste m'assurer que... Donc, oui, un marché local. Mettre un terme à la stigmatisation, c'était une autre de nos revendications historiques. Et la dernière, qui malheureusement, je trouve qu'elle est souvent oubliée, puis que c'est rendu même illégal de le dire, ben, fumer du pot, c'est le fun. Tu sais, genre, c'est comme, on peut pas aller plus loin. Il y en a qui trouvent pas ça le fun, mais c'est drôle, c'est dans là, on fume pas d'habitude. Je sais pas pourquoi. Ah oui, ils trouvent pas ça le fun. Fait que, bref, en général, hein, on oublie ce côté de sourire, de joie, parce qu'on va toujours avoir cette approche comme non, il faudrait pas dire que c'est le fun quand même, là, les enfants. Ouais, mais tu sais, les enfants, ils voient bien, là, ils sont capables de prendre leur propre jugement. Évidemment, il faut faire attention, je dis pas qu'ils vont voir n'importe quoi, mais je pense qu'on capote un peu. Là. En tout cas, moi, je me suis jamais caché avec mes enfants depuis qu'ils sont nés. Évidemment, en tant que consommateur responsable, je ne vais pas fumer dans leur chambre pendant qu'ils dorment. Par rapport. Je vais prendre des précautions, je vais aller dehors. Hein? Bon, je pense que c'est même pas. Il y en a sûrement du monde qui vont fumer en dedans. Who cares, à quelque part. On ne va pas commencer à aller cogner n'importe quelle maison pour voir ce qu'ils font. Mais tout ça pour dire que mes jeunes, à un moment donné, quand ils sont arrivés vers 4 ans, 5 ans, ils allaient avoir leurs 5 ans. Je suis en train de fumer un joint avec des amis dans la ruelle. Ils passent en courant, puis ils sont comme ils arrêtent. Papa, tu fumes? Je peux pas dire non, là, tu lèves le joint des mains. Des fois. Puis là, regarde, j'ai fini le joint, puis tu sais, ça l'a arrêté là. Pour eux autres, c'est juste comme la bière, là. C'est pas de leur monde, c'est pas de leur réalité. Même chose qui se passe dans la chambre à coucher. Ça fait partie de leur connaissance, mais ils savent que c'est un truc qu'ils vont apprendre plus tard, à temps, mais surtout quand ça va arriver, ils vont venir m'en parler. Parce
c'est quoi je leur ai montré? L'ouverture. Puis ça, c'est Jacques Languillard, au début de ma militance, qui m'a fait comprendre ça. Il disait que lui, il s'était caché de son enfant. Puis quand son jeune, à 15 ans, a fumé, bien, qu'est-ce qu'il a fait? Hey, il s'est caché de son père. Parce que finalement, c'est quoi qu'il avait appris, Jacques, à son fils? À se cacher. Puis c'est assurément le pire des scénarios. Parce que ce qu'on veut donner comme exemple aux jeunes, c'est une consommation responsable. Il faut leur offrir un modèle responsable. Il faut qu'ils le voient pour pouvoir eux-mêmes juger. Moi, j'ai des parents, j'ai des amis, que leurs parents, ils fumaient du pot à côté, genre. Puis ça les faisait chier. Fait qu'ils fument pas, là. Je veux dire, leur rapport, même si leurs parents avaient une consommation dite irresponsable, ça ne rend pas les enfants irresponsables. Au contraire, ça leur donne une expérience indirecte. Puis ça, c'est important. Puis ça va briser la stigmatisation. Puis des lieux comme ici devraient servir à ça, vont servir à ça. Enfin, j'espère, parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre en politique, hein, l'image. Iconoclaste, d'ailleurs, c'est des briseurs d'image. Donc, pour revenir à la position puis du marché, là, j'ai peut-être égaré un peu, là, mais j'essaie de... Je pense que je pourrais tenir un cours de 45 heures pour, juste sur la question. Fait que je vais essayer de résumer ça en 5 minutes. Donc, souvent, au Québec, on parle du cannabis, on en parle comment? Le gouvernement du Québec a décidé de s'en laver les mains, de laisser le fédéral agir à sa guise. Il n'a pas décidé de faire aucune action politique, puis de dire « One minute, c'est nous autres qui s'en occupent parce que c'est nos responsabilités, l'agriculture, l'économie, les marchés de proximité, c'est dans la Constitution, c'est provincial. » La raison pourquoi il ne le fait pas, c'est que le fédéral maintient le cannabis dans le code criminel. Et en faisant ça, il en devient l'unique responsable. Et c'est pour ça que c'est Santé Canada qui s'occupe de la mise en place de l'oligopole. Bon, il y a tout le monde qui vont me dire « Oh, c'est pas vraiment un oligopole. » Mais bon, je pense sincèrement que le modèle d'affaires avec le type de réglementation puis de barrière à l'entrée, que ça favorise une petite clique. Puis cette petite... Même là, tu sais, Canopy ne font pas d'argent. C'est un des plus gros, ils ne font pas d'argent encore. Fait qu'imagine les plus petits, bon, ils font peut-être de l'argent, mais ça risque de finir par un petit groupe d'individus. Fait que bref, le Québec a décidé de s'occuper de la question sous santé et sécurité. Principalement parce que les lobbies principaux de la prohibition sont les médecins, les policiers. C'est eux qui ont le plus d'influence sur le discours, sur le cannabis depuis 50 ans. Puis d'ailleurs, le discours qu'ils tiennent, c'est le même que il y a 40 ans. Ils ont juste changé le mot, à place de dire qu'il faut prohiber, mais ils ont dit qu'il fallait légaliser. C'est aussi simple que ça, leur discours. Il n'a presque pas changé. C'est le même. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas vrai que c'est un problème de sécurité et de santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de sécurité ou des problèmes de santé. C'est que c'est pas là le nœud. Le nœud est politique et économique. D'ailleurs, pourquoi le marché du cannabis, et des drogues en général, d'ailleurs, c'est tout le temps des gens des classes populaires, classes moyennes et classes populaires qui se retrouvent dans ces marchés-là. Jamais des riches. Il n'y a jamais des riches qui s'impliquent dans le marché des drogues. Comment ça? Ben, à part les pharmaceutiques, là, mais je parle dans les drogues dites de rue, ben, c'est tout le temps des gens des classes populaires qui se ramassent dans ça. Parce que c'est des façons de faire de l'argent. Pour eux autres, c'est une manière de sortir de leur misère, puis il y a une ouverture pour eux. Mais là, ce qu'on est en train de faire avec la légalisation, il n'y a pas d'ouverture pour les gens de la classe populaire et des classes moyennes. Là. La façon que le régime est fait, ça favorise un petit groupe d'individus qui, eux, reçoivent un privilège d'un ministre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui auront des jobs dans ça. Mais présentement, au Québec, il y a 20 000 personnes qui travaillent dans le cannabis dit illégal. Bien, dans le cannabis légal, ça va être 3 000 personnes. Fait qu'il y a quand même 17 000 personnes qui vont perdre leur job. Parce que la dynamique du marché va changer. Il va y avoir une concentration de la production, puis ça va être dans des grosses usines, souvent en Ontario, de ce temps-ci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des projets au Québec, là, il y en a, ça commence à en avoir un peu plus, mais ça reste des petits joueurs quand même pour le moment. Donc, c'est important de comprendre qu'un oligopole, contrairement l'argent, c'est le producteur qui fait de l'argent à ce niveau-là, c'est l'offreur. D'ailleurs, la légalisation fait que c'est encore les offreurs qui ont le gros bout du bat. Parce que dans le marché illégal, quand tu vas acheter ton pot, le gars est tellement vraiment cher. Là, tu veux bien dealer, le gars il va juste dire ben, si tu le veux pas, prends-le pas. Puis il s'en va. Parce qu'il y a le gros bout du bat.
Ben, dans la production actuelle, c'est la même chose. Donc, ils ont le contrôle à quelque part un peu sur les prix. Puis c'est pour ça que la SQDC ne sera jamais viable. Parce que la grande part de marge de profit, c'est le producteur qui le ramasse. Puis les autres sont comme pognés à vendre avec des petites marges. Fait que le profit ne risque pas d'être au rendez-vous. Donc, c'est pour ça que, là, j'essaie d'aller vite là, quand même. Là. OK. Donc, pour nous autres, c'est l'économie de la politique. Donc, la politique, première affaire, c'est parler de stigmatisation, parler de est-ce que nous sommes des citoyens? Alors, si nous sommes des citoyens, pourquoi toute la loi, la réglementation est faite comme si on était des criminels en puissance qu'il faudrait punir? Ou, de l'autre côté, des toxicomanes à soigner? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens à aider. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des crosseurs, des profiteurs. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre les gens sur le marché noir et l'oligopole de production? Ils font les deux des profits. C'est des profiteurs. Ils profitent d'une situation où ils ont le privilège. Il y en a un par la violence, malgré que le marché du pot n'est pas si violent que ça, contrairement à d'autres marchés illégaux. Là, mais vraiment, là, la différence de violence, là, quand tu compares de l'histoire de la prohibition de l'alcool et la prohibition du pot, la violence n'est pas la même. Même chose pour les drogues de synthèse. C'est pas la même chose. Les gangs de rue se battent pour les drogues de synthèse. Pour la cocaïne aussi, parce que c'est des goulots d'étranglement. Il y a des grosses sommes d'argent dans les goulots d'étranglement. Ça veut dire qu'il faut que ça passe par un trou. Là, en fait. Tandis que le cannabis, c'est plus démocratique. C'est une plante, hein? Ça peut être plus divisé. Donc, pour nous, parce que là, il y a bien d'autres choses que je pourrais dire, notre proposition, ce qu'on défend, c'est qu'on mette sur pied, bien évidemment, idéalement, il faudrait retirer le cannabis du code criminel. Mais le gouvernement du Québec n'a pas le pouvoir de faire ça. Par contre, le gouvernement du Québec, politiquement, pourrait dire au fédéral, ben, on s'en occupe. Puis ils ne pourraient pas faire grand-chose, parce qu'ils ne vont pas envoyer à GRC après nos entreprises. Hein. Je veux dire, le gouvernement du Canada n'a pas de rapport direct sur le territoire du Québec. Même pas pour administrer la justice. Dans la Constitution, c'est les provinces qui administrent la justice. Donc, l'idéal, c'est que le fédéral déprohibe. Moi, j'aime mieux utiliser déprohiber, déprohibition, parce que les autres termes, légalisation, décriminalisation, c'est des termes qui sont souvent galvaudés, qui ont été utilisés à tort et à travers, qui peuvent signifier tout et son contraire. La preuve, la légalisation qu'on vient d'avoir, maintient le cannabis dans le code criminel, ajoute 45 nouvelles infractions criminelles, rajoute des nouveaux processus de pénalisation et augmente des peines d'emprisonnement pour certains crimes. On parle de légalisation. Là. Attends, nous, ce qu'on parlait quand on parlait de légalisation, c'était de prendre les budgets de police qui étaient alloués pour ça, pour les envoyer vers la gestion, disons, des crimes financiers. Il manque d'argent à ce niveau-là. Si on ne court plus après les poteux, on va peut-être utiliser l'argent à d'autres choses. Non. C'était le Parti libéral du Canada, mais tu fais comme toujours, tu donnes de l'argent à la police. Parce que depuis qu'ils ont décidé de légaliser, ils ont acheté la paix avec les flics, ils ont dit on va vous donner du cash. Les flics ont dit good deal. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé, puis on en a presque jamais entendu. Si vous faites une revue de presse, là, puis faites une recherche, là, la place de la police dans le discours, il est presque jamais là. Pourtant, il a participé à toutes les étapes, dans toutes les commissions, mais on n'en a pas entendu parler dans les médias à peu près. Là. Vraiment, presque pas. C'est un lobby privilégié quand tu peux être un peu secret, finalement, quand on parle pas de tout. Là. Bref, on doit déprohiber, retirer le cannabis complètement du code criminel. Nous, on veut favoriser l'économie décentralisée avec l'émergence de terroirs et de la production et de transformation artisanale. Il faut pour ça, le Québec, donc donner une impulsion politique, et c'est ça que le POT tente d'inviter les amateurs et les amatrices du Québec à se doter d'un discours commun sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite comme marché. On veut un marché à notre image qui soit, à quelque part, même une réparation pour les 50 ans de guerre, les 70 ans de guerre, enfin, plus depuis 50 ans, mais une forme de réparation. Tu sais, ils versent de l'argent. Des fois, ils disent on ne veut pas d'argent, on veut pouvoir participer à l'économie du pot. Fait que l'établissement d'une régie au Québec, ça serait une belle façon de dire on s'en occupe de A à Z sur notre territoire. Et la régie serait responsable de l'émission de licences de permis, un peu comme ils font déjà pour la production laitière, comme ils font aussi pour l'alcool, pour la bière,
comme ils font pour différents enjeux économiques. Dans le modèle du Québec, on fait des régies. Donc, ça devient un formulaire que tu remplis puis que c'est un fonctionnaire. Donc, ça devient plus ouvert comme processus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle, ça veut pas, parce que, tu sais, comme pour les producteurs de tomates, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ben, ils font des fois, ils vont dans les fermes, ils vont voir les producteurs, puis ils regardent, puis ils établissent des règles de production. Je pense que tout le monde va s'entendre que dans un marché de produits, c'est normal qu'il y ait quand même quelques règles pour s'introduire dans le marché. Mais pas ce qu'on propose, pas ce que Santé Canada propose, ça, c'est pas des règles. Ça, c'est pour éliminer les joueurs, c'est pour faire que ça soit un petit clic. Nous, c'est le contraire. On pense qu'on va avoir un produit de qualité, pas parce qu'il est réglementé, mais parce qu'il y a une multiplication des producteurs. S'il y a une multiplication des producteurs, bien, premièrement, le weed va valoir presque rien. Fait que qui va être dans le business? Les gens qui aiment ça. Les gens qui aiment ça, en général, vont produire comment? Ben, du bon produit, parce que souvent, eux-mêmes vont en prendre. Fait que le rapport, il vient de changer. Puis on le voit un peu dans le cannabis médical à Vancouver. Il y a au-dessus de 16 000 producteurs légaux, enfin du moins qui ont une licence pour produire à des fins personnelles ou pour 3 personnes. Ils en produisent tellement que ce cannabis-là se retrouve dans les dispensaires. Là, il y a une multiplication de dispensaires. Bien là, c'est le contraire. Là, présentement, ils vont tous les fermer, mais je veux dire, pendant des années, il y a eu ça. Ce que ça l'a fait, c'est que les gens ont commencé à améliorer leur façon de produire. De plus en plus, les produits étaient de qualité. Parce que dès que tu as une licence, tu n'as plus peur de te faire voler. Bon, il y a toujours un risque, mais c'est plus le même que quand c'est illégal, parce que tu peux te plaindre quand c'est illégal à personne. Quand tu as une pousse légale, tu peux te plaindre, puis tu peux avoir des assurances, enfin, bref, tout le processus. Là. Et aussi, tu peux attendre à terme, parce que tu n'as pas peur que la police débarque du jour au lendemain. Donc, les produits étaient toujours de plus de qualité. Ils ont développé leur propre labo de contrôle, ils ont commencé à étiqueter leurs produits, fait que le marché s'est organisé par lui-même. Hey, les libertariens seraient contents de m'entendre parler, là. Mais, tu sais, je veux dire, ça résout pas tout, là. Par contre, on le voit que dans un processus comme ça, c'est ce qui se déroule en général, parce que les amateurs vont aussi prendre de l'expérience, vont pouvoir mieux choisir leurs produits, vont participer à une culture commune. Là, le cannabis, on a le temps à le maintenir dans une espèce d'endroit, comme encore caché, dans des pots vissés, avec, tu sais, il y a comme un rapport encore, comme, c'est pas naturel, c'est comme quelque chose à l'extérieur, là, tu sais. Puis le logo qu'ils ont choisi pour mettre ces paquets, c'est un stop rouge. Attends, les opiacés, c'est un triangle jaune. Il y a du monde qui meurt d'opiacés à tous les jours. Hein. Puis là, ils ont mis ces étiquettes, un CD. Mais sur le pot, qu'il y a du monde qui en fume illégal, de mauvaise qualité depuis des années, puis il n'y a jamais eu vraiment de mort, de personnes gravement blessées, ils mettent un stop rouge. Ça résume le discours du gouvernement, là, tu sais, comment c'est... La tête est à l'envers, là, tu sais. Le stop rouge devrait être sur les produits d'opiacés, puis le triangle jaune sur le THC, tu sais, ça aurait comme plus de sens dans les dangers réels. Donc, pour nous, là, évidemment, je parle encore beaucoup, hein? Oui, c'est ça, en terminant, je veux juste... Ce que j'aime dire à la fin, c'est que trop... C'est parfait. Trop souvent, les gens, quand on parle de cannabis, on le compare avec l'alcool. Je trouve que c'est une très mauvaise comparaison. Premièrement, parce que l'alcool, ça prend un alambic. Je serais peut-être prête à comparer la production de concentré de cannabis avec des produits explosifs comme plus proche de l'alcool fort. Parce que c'est vrai qu'il y a des dangers plus élevés à la gestion de tels produits que des produits explosifs que juste faire pousser du pot dans un jardin. On le comprend. T'sais. Fait que je pense pas que la réglementation du cannabis doit emprunter tout d'un modèle. Il y a un peu du modèle de l'alcool, comme pour les produits de transformation, comme je viens de parler. Il faut prendre un peu du modèle de la bière. Pourquoi? Parce que la bière, il y a des microbrasseries, c'est simple, c'est le même produit. D'ailleurs, le houblon et le cannabis, c'est la même famille. Hein? Donc, tu sais, il y a un rapport qui est similaire à la plante verte, à un plaisir, à quelque chose d'accessible, de proche, d'artisanal. Donc, et aussi, vous savez, vous avez le droit de produire le nombre de bières que vous voulez chez vous. Vous pouvez produire 1000 bières par mois chez vous. Hein? À tous les mois, produire 1000 bières dans votre hangar. Tant que vous ne la vendez pas et que vous la buvez sur place. Pourquoi que le cannabis, c'est 4 plants? C'est vraiment rare, hein? Moi, j'en veux 20 plants. Fait que, tu sais, ces limites-là, là, c'est absurde. Ça fait juste protéger une valeur trop élevée du cannabis.
puisque s'il y a juste quelques joueurs qui peuvent produire, la valeur est augmentée. Le cannabis, ça reste une fleur séchée qui ne vaut pas grand-chose. Ce qui vaut beaucoup, c'est les produits transformés comme le hashish, parce qu'il y a un travail de transformation. Fait que le modèle doit emprunter un peu à l'alcool, un peu à la bière, un peu à la production maraîchère, un peu aussi à la production laitière, un peu aussi au tabac, parce que le tabac, au niveau de la taxation, par exemple, tu n'as pas le droit de produire plus que 3 kilos de tabac séché. Hein, c'est pas le nombre de plants, de tabac. Pourquoi ils ne parlent pas de nombre de plants? Parce que c'est pas si important, finalement, le nombre de plants, c'est la quantité. Donc, le tabac, on parle que tu as le droit de produire, finalement, 3 kilos de tabac qui est détaxé. Parce qu'à partir de 3 kilos et plus, tu devrais payer une taxe d'assises, même si c'est fait chez vous. Bon, bref, qui va vérifier ça? Puis, à un moment donné, c'est quoi les dangers, c'est quoi les pertes réelles de l'État, c'est pas grand-chose. Fait que, faut comprendre que le cannabis doit avoir son propre modèle, un modèle qui soit ouvert, pour qu'il y ait plusieurs joueurs qui puissent jouer, équitable, c'est-à-dire que ce ne soit pas un prix prohibitif, et que ce soit cohérent. Contrairement au modèle qu'on nous propose, qui est un modèle du top vers le bas, c'est-à-dire qu'on installe un oligopole, une structure qui vend le produit de cette façon, ben non, ça part de la base, puis il peut avoir après construire plus grand, plus gros, mais ça doit partir de la base. On doit faire que cette économie-là soit celle des amateurs puis des régions. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, puis de toute manière, j'ai un petit peu écrit mon histoire dans un livre qui va être publié, qui est publié, et qu'à 5 heures on pourra lire. Donc comme ça, je préfère qu'on me pose des questions. Écoutez, tout ce qui est simple à dire, c'est que moi je ne connaissais pas du tout l'usage du cannabis. Mais alors, comme je dis, j'ai 55 ans et niaiseuse comme ça, vous ne pouvez même pas imaginer. C'était quelque chose qui était extrêmement tabou dans ma famille. Fumer du cannabis, c'était être drogué. Alors moi, j'ai été éduquée comme ça et donc j'avais jamais même fumé un joint de pote. Et j'arrive à 54 ans avec un cancer déclaré, un cancer du sein. Et est-ce que c'est un hasard ou pas? Je connaissais mon amie Lucie qui me parlait de son traitement qu'elle avait fait dont elle vous en parlera, sur sa ménopause mortelle. Et l'année qui a précédé mon diagnostic, une de mes très grandes amies d'enfance était atteinte d'un cancer du sein. Et quand on se parlait, et quand moi j'ai eu mon diagnostic un an après, on avait exactement les mêmes marqueurs spécifiques de ce cancer. Et elle a choisi, parce qu'elle ne connaissait pas ça non plus, c'était pas discuté, en tout cas pas par les médecins, donc elle a choisi effectivement tumérectomie, radiothérapie et chimiothérapie. Et se croyant sortie d'affaires, elle s'est retrouvée 1 an et demi plus tard avec un cancer métastasé qui l'a amenée jusqu'à la mort. Okay, et elle ne s'en est jamais sortie. Et le combat après, quand je lui disais mais pourquoi tu ne prends pas du cannabis, parce que j'avais commencé à lire là-dessus justement pour l'aider, sans savoir qu'un jour ça serait moi qui l'aurais. Et donc finalement, on a été à court, elle n'avait pas d'aide, elle n'avait pas d'appui médical. Et finalement, illégalement, elle fumait du pot pour au moins se soulager de ses douleurs. Donc moi, quand c'est arrivé, eh bien, j'étais devant un choix qui ne pouvait pas me permettre de dire ce que je ne croyais pas, c'est-à-dire oui, je vais y aller, doigt dans le nez, hop, on va m'opérer, on va faire la radio, on va faire la chimio. Pour moi, c'était inconcevable, d'abord parce que j'étais prise par la peur de finir comme elle, et aussi par ma carrière. Je suis une femme qui a toujours vogué dans la médecine holistique, j'ai fait de la recherche scientifique, et pour moi, guérir, c'est d'abord ne pas nuire. Et je ne veux pas parler de gens qui ont fait des choix pour se guérir avec de la radiothérapie, des choix pour se guérir avec de la chimiothérapie. Tout le monde a le choix de son traitement. La seule chose que je veux dire, c'est que moi, mon choix, c'était de guérir naturellement. Et là où j'ai trouvé la plus grande difficulté, c'est que je n'ai pas eu l'appui de mes médecins. Et c'était presque une honte de le voir leur dire d'emblée, écoutez, moi j'ai choisi ça. J'ai dû changer d'hôpital pour gagner du temps. J'ai dû changer d'hôpital parce que le premier médecin que je voyais me disait « Voyons Sophie, ça ne soigne pas ». Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se renforce, on reprend un peu plus confiance,
on commence à lire tout ce que j'avais à lire et à se dire non, moi j'y crois et moi je sais lire un article scientifique et ça se peut pas que tout ça soit écrit par des scientifiques et que mon médecin me dise ça soigne pas. Donc il y avait là une ignorance complète des médecins qui étaient supposés me soigner et qui n'avaient même pas lu dans leur vie un article qui pourrait leur ouvrir les yeux sur une autre vision et sur une autre façon de soigner. C'est pas blâmer le corps médical aujourd'hui, c'est blâmer l'ignorance. Quand un médecin, alors que vous vous battez pour votre vie, c'était moi qui étais malade, c'est pas lui. C'est moi qui voulais guérir, c'est pas lui. Et qui vous dit, oh là là, Sophie, faites attention parce que le cannabis, ça rend malade, ça donne des maladies mentales. Hein? Alors, la réponse, c'est prouvez-le-moi. Donnez-moi un article parce que j'ai besoin de savoir si effectivement, en prenant ça, je vais virer folle. Parce que moi, j'ai pas envie de virer folle, j'ai pas envie de mourir du cancer non plus. Donc, je parle avec émotion parce que mon expérience n'est pas si loin, j'ai pas de recul. Mais c'est pour vous dire qu'on a besoin, à ce moment-là, d'être épaulé. Et aujourd'hui, si je suis avec toutes ces personnes, c'est parce que je pense qu'effectivement, d'abord, on doit en parler. J'ai été beaucoup aidée par des réseaux sociaux de groupes fermés. Et je peux vous jurer que c'est que lorsque l'on vit une maladie et qu'on veut la soigner, qu'on est le plus au courant de cette maladie. Et on peut avoir lu tous les livres, tant qu'on n'est pas dedans, tant qu'on n'a pas fait les essais, tant qu'on n'a pas pris 1000 mg de cannabis par jour, il n'y a personne qui peut me dire, aujourd'hui, quand il ne l'a pas pris, que je suis stone, que je ne suis pas capable de penser, que je ne suis pas capable de lire, parce que c'est un mensonge. Je n'ai jamais été capable autant de m'instruire, de fouiller dans les revues scientifiques avec 1000 mg de cannabis, et je peux vous dire une méchante dose de THC dans le sang. Alors, c'est ces mensonges que je voudrais qu'avec des associations dans lesquelles il y a des gens qui ont une expertise de la culture, une expertise médicale, parce que je suis une ancienne scientifique, malgré tout, je suis pour la recherche, je suis pour la science, mais je ne suis pas pour l'idiotie. Et je suis loin de là pour les mensonges. Alors moi, c'est juste le message que j'ai à dire. Si vous avez des questions, je suis bien ouverte. Mais je suis de ces gens-là, j'ai 55 ans aujourd'hui et passé, et je suis de ces gens-là qui ont vraiment vécu le cannabis comme une drogue. Et vous savez, pour faire ce choix-là, quand toute la famille ne sait pas vers quelle direction vous allez, quand vos parents vous disent « mais t'es malade quoi de faire ça ?» et de devoir confronter un système médical qui ne vous écoute même pas. Moi, mes médecins m'ont suivi tout le long et ils ne m'ont jamais demandé « Mais Sophie, comment ça va ?» Sapristi, il me suivait pour un cancer. La seule priorité, c'était votre échographie, c'est tel jour. Et votre chirurgie, ça serait sur tel jour. Et il faudrait que vous preniez vos traitements. Et ci et ça. Mais à aucun moment, on m'a dit « Mais Sophie, comment vous sentez-vous d'avoir fait ce choix ?» Je suis en face de médecins. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Sophie pour le témoignage, c'est vraiment touchant. Puis il y en a plein d'autres témoignages comme ça. Plus qu'on s'abonne là, sur les feeds de Facebook et tout ça, on est encore. Moi, je me suis abonné à peu près toutes les fois que je vois passer quelque chose d'intéressant au niveau du cannabis, je m'abonne. Puis là, je suis rendu nourri juste de ça. Aux États-Unis, il y a un documentaire qui est sorti, qui est disponible sur Netflix, ça s'appelle Weed the People. Puis c'est sur l'histoire d'enfants aux États-Unis qui se traitent avec de l'huile de cannabis. Les parents ont eu l'ouverture d'esprit de faire en sorte que ces enfants-là, il a fallu qu'ils se battent dans tous les cas contre les médecines, leurs médecins souvent qui sont très réfractaires à ça. Mais au final, ils ont fait le bon choix parce qu'il y en a plusieurs qu'on voit dans le film, 4 sur 5 entre autres, qui ont réussi à guérir de leur cancer. Donc c'est assez impressionnant. Les histoires, ça fait juste commencer, puis plus que la science évolue, plus qu'on va se rendre compte que de toute la façon dont on peut traiter les patients, entre autres,
c'est vraiment en train d'évoluer. Donc, grâce à des gens qui l'ont expérimenté aussi, on apprend ensemble, puis c'est ça qui est merveilleux. Il y a une autre survivante avec nous, Lucie Pagé, qui est en Afrique du Sud la plupart du temps, mais qui est aussi québécoise, toujours d'origine, mais dans son cœur encore aujourd'hui, puis qui habite au Québec une partie à peu près 2-3 mois par année, c'est ça? Ça dépend. Ça dépend, chaque année, c'est différent. Mais qui était là l'année passée en septembre. Et comme je disais, on est tellement passionnés ici qu'on a fait 2 festivals en même pas un an. Merci, Michael. Bonjour. Je vais pas rentrer dans les détails parce que demain, je vais parler, puis je ne veux pas non plus répéter ce que je vais dire demain. Là, on parle d'accès au cannabis médical. Ben, j'ai l'exemple de 2 pays, l'Afrique du Sud et le Canada. Le Canada, ça fait depuis 2003 officiellement, mais 2001 qu'on a changé la loi, pour traiter médicalement par cannabis. Alors, avec mon expérience, ça fait 5 ans que je me traite par cannabis. Au Canada, c'est une farce. Oui, on peut avoir le cannabis médical, mais c'est difficile d'avoir le produit qui nous convient à nous. Et j'ai même changé de clinique santé. J'étais à la clinique santé cannabis où l'infirmière m'a dit que j'ai pas le droit de me traiter comme ça. J'ai pas le droit de guérir avec l'huile de cannabis. Alors, quand l'infirmière m'a dit ça, j'ai dit je change de clinique. Quand c'est une infirmière, parce que je me suis fait dire ça par des médecins aussi. Moi, il me faut de l'huile. Et puis, c'est un mini-labo. J'en ai monté un chez un ami ici. Cette huile-là me coûte moins cher encore aujourd'hui que le cannabis médical où on l'achète à la clinique Croix-Verte, mais je veux rester dans la légalité. Donc, une des choses pour l'accès au cannabis médical, une chose, c'est que c'est trop cher en ce moment, parce qu'on peut le faire pour moins cher. Deuxième des choses, on peut juste traiter des symptômes, mais non pas des maladies. Ce que Sophie a fait en se traitant uniquement par l'huile de cannabis, c'est illégal. Mais elle le fait quand même et on le tolère à la clinique Croix-Verte et ailleurs. C'est toléré, mais c'est pas encore légal. Pour plusieurs raisons, mais la raison que la clinique santé cannabis m'a dit, c'est parce que la façon qu'on extrait l'huile de la plante, on utilise de l'alcool, puis on n'a pas le droit. Alors oui, il y a d'autres façons de le faire avec des machines à CO2 Extractor. On a une au Swaziland, où en passant c'est le meilleur cannabis médical au monde, mais je ne sais pas si on a une machine ici. Donc l'accès au cannabis médical est une farce, parce que le cannabis peut traiter... Bon, il y a un des médecins, je travaille avec des scientifiques, des médecins un peu partout au monde, dont un je viens de rencontrer à Londres, qui est un pharmacologue qui travaille pour la Big Pharma, qui dit que c'est un scandale ce qu'on fait, parce que là, en ce moment, ils investissent des millions de dollars pour un médicament qui va prolonger la vie d'un patient cancéreux de 3 semaines. C'est là où ils mettent leur argent. On a plus de 100 études scientifiques indépendantes prouvées qui disent que le cannabis tue le cancer. En fait, on l'a su en 1974. L'étude de Virginie, qu'on appelle le Virginia Study, quand Nixon, parce que c'est illégal depuis 1937, hein, ça fait 28 millions d'années qu'on a du cannabis sur la planète, mais ça fait 80 ans que c'est illégal parce que c'est une plante dangereuse. Non, ça n'a rien à voir. C'est la plante médicinale la plus sécuritaire qu'on n'a pas, la plus versatile et qui est faite pour nous, parce qu'on a un système endocannabinoïde qui a été découvert en 1992, un système qu'on n'étudie pas encore aujourd'hui dans les cours de médecine. Alors, on a un système endocannabinoïde qui est intégral au système immunitaire, mais qu'on fait semblant qu'il n'est pas là. Donc, on a vraiment une société malade. On a des médecins comme elle qui s'est fait dire « tu n'as pas le droit de guérir comme ça ». J'ai une amie à Vancouver qui a guéri son cancer aussi. Son oncologue a menacé de la dénoncer à la police. J'ai une amie à Cape Town, Lee Ann. Vous savez, le cancer du pancréas, ce qu'on nous dit, c'est incurable, n'est-ce pas? Impossible de guérir d'un cancer du pancréas. Ça fait 8 ans qu'elle a guéri uniquement avec l'huile de cannabis. Donc, ce qu'on nous dit, c'est pas vrai. L'étude en 1974 que Nixon a mis sur pied une commission, la commission Schaeffer, après 1937, quand on a banni le cannabis partout au monde, aux États-Unis, mais le premier pays au monde à le bannir, c'est l'Afrique du Sud. Ça, j'en parlerai demain. Nixon a dit,
prouvez-moi que le cannabis, c'est une drogue dangereuse, parce qu'on a fait le film Reefer Madness, où on accorde tellement de malfaits à cette plante. Et ce que les scientifiques ont découvert, c'est que le cannabis, le THC, provoque l'apoptose de la cellule cancéreuse, c'est-à-dire le suicide de la cellule cancéreuse. Il est revenu, puis il dit, en fait, Monsieur le Président, on a trouvé une réponse contre le cancer. On a le THC tue le cancer. Il a dit, cachez-le. C'est ce qu'ils ont fait. Pour ne pas faire entrave à l'épanouissement des compagnies pharmaceutiques. Maintenant, un des médecins avec qui je travaille, un scientifique, il dit que la prohibition du cannabis, c'est le plus gros scandale politico-pharmaceutique des temps modernes et que c'est un crime contre l'humanité. Ça va si loin que ça.